Je veux un énorme pouce bleu pour cette vignette. Stefanos Tsitsipas rend fou toute la planète tennis après une nouvelle pause caca de la Discord. Medvedev qui braque Hurkacz, long format tactique dans cette vidéo. On va revenir également sur Mohamed Layani qui a accusé mon fils de danser carrément. C'est le programme olfactif de votre nouveau digest de Toronto. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit sirop d'érable en backup et on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau par la pause caca de la Discord. Qu'est-ce qui s'est passé? Stefanos Tsitsipas, Enrico Maria Riva nous explique nouveau record de pause aux toilettes aujourd'hui à Toronto. On avait eu déjà Opelka 13 minutes la veille. Tsitsipas remporte le premier set en 23 minutes face à Ruud et fait une pause toilette de 9 minutes. Il revient, change sa raquette, encore une minute complète et va recevoir. Alors soyons clairs, les pauses pipi factices, ça existe depuis très longtemps en tennis, ça fait au moins une quinzaine d'années que j'en vois personnellement, mais je trouve que depuis un an, il y a une nouvelle méta qui s'est mise en place, une nouvelle strat de la part de certains joueurs qui tankent même parfois en allant aux toilettes. On se souvient de Yannick Sinner à Lyon qui était allé aux toilettes pour de faux, et il avait même pas tiré la chasse et du coup il a pris un avertissement. Donc le mec en fait s'échappe pendant 5-6 minutes juste pour se canaliser, se reconcentrer. Je trouve qu'il y a un abus de ce côté-là et c'est pas simplement Stefanos Tsitsipas, même si je trouve que Stefanos fait partie des pires joueurs à ce niveau-là. Il a ce côté un peu systématique d'aller faire soi-disant pipi pendant 6, 7, 8, 9 minutes et ça casse le rythme. Je trouve que c'est un manque de fair play absolument hallucinant de la part des joueurs de faire ça. Et en plus on sait à quel point les tennismen professionnels mais aussi les sportifs de haut niveau en général sont hyper superstitieux. Donc si on commence à accepter que ça intègre leur routine, on va jamais s'en sortir. On se rappelle aussi à l'époque, dans les années 80, 90 et même avant, les joueurs recevaient une balle par le ramasseur de balles et puis c'est tout, ils servaient. Maintenant ils ont besoin de 3, 4, 5 balles, les choisir, les regarder, est-ce que le feutre est bien ou pas. Là on est en train de mettre le pied dans quelque chose qui serait, je pense, dramatique pour le tennis parce que déjà c'est un sport qui est très lent à regarder. Il y a certains joueurs qui mettent 25-30 secondes pour servir, je vais pas les nommer sinon je vais me faire incendier dans les commentaires, lol. Non mais il y a vraiment un problème avec ça et je trouve qu'il est urgent de légiférer, vraiment. Là on avait vu aussi Opelka hier qui avait pris 13 minutes carrément de pause, et pour un sport qui cherche à se réinventer, pour un sport qui essaye d'accélérer les particules et d'être plus séduisant par rapport à la nouvelle génération, il faut commencer par ça, il faut interdire ces pauses illimitées de 9-10 minutes ou alors les sanctionner par des points de pénalité, des jeux de pénalité, mais il est grand temps de faire quelque chose. Petite pensée donc pour Casper Ruud qui a dû attendre après un 6-1 infligé par Tsitsipas en 23 minutes, 9 minutes près des bâches comme ça, à attendre la main sur la hanche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Et il y a aussi un autre point important, c'est que tu peux te refroidir aussi pendant ce temps-là, pendant les 9 minutes, pendant les 13 minutes. Donc il y a un risque de blessure également. Donc faisons quelque chose, bordel de... Petit écart tactique dans ce côté réseau, et vous savez que j'adore la tactique en tennis. On voit Stefanos Tsitsipas s'entraîner au service volé avant sa rencontre face à Casper Ruud, et vous allez le voir pendant la rencontre, et notamment sur des deuxièmes balles de service, il a exploité à merveille la position très reculée du Norvégien pour accumuler les services volés. On les voit, des services volés victorieux. Ça a été une stratégie qui a beaucoup fonctionné, et ça j'adore parce que ça montre aussi que Stefanos Tsitsipas regarde la chaîne avec Apostolos le soir. Je pense qu'il se pose devant les vidéos pour analyser ce dont on parle, et notamment j'avais insisté sur le fait que Stefanos devait plus aller vers l'avant et optimiser aussi ses positions très reculées de ses adversaires, donc bravo à toi Stefanos. Et on enchaîne dans ce côté réseau avec Gaël Monfils, la danse de la Discord. Qu'est-ce qui s'est passé après le caca de la Discord? La danse de la Discord, on le voit au retour de service, on sent un Gaël Monfils qui essaye de brouiller un peu les cartes. Il a pris 13 aces au total par Isner lors de sa partie, et on le sent ici donc qui tente un petit mouvement pour déstabiliser l'américain, et ça n'a pas du tout plu notamment à Isner mais aussi à Mohamed Layani qui est un arbitre qui aime bien prendre la lumière, je trouve. Donc là c'est un petit peu difficile, je vais vous demander votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ce genre d'attitude à la réception, est-ce que c'est fair play, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est anti-sportif? Bref, il y a beaucoup de questions à se poser. En tout cas Mohamed Layani a tranché et il a dit eh bien c'est une danse, et ça n'a pas du tout plu à Gaël Monfils qui a pas du tout accepté ce terme de danse, qu'il a jugé irrespectueux. On a vu des scènes au changement de côté, il a Gaël Monfils qui a demandé à David Mourier de passer, on le voit David Mourier à droite avec son pull gris pour essayer de tamiser un peu la discussion. Je trouve que c'est compliqué parce que on sent que Gaël Monfils voulait tenter quelque chose de différent. D'ailleurs c'est ce qu'il a dit ensuite sur Twitter, different is not forbidden, avec un petit smiley avec les joues rouges. Personnellement je pense que c'est à la lisière, et on a vu aussi Gaël Monfils qui a dit plusieurs fois moi je suis là pour amuser le public, je suis là pour le show. C'est un joueur, on le sait, qui a à cœur de divertir, peut-être même plus d'ailleurs que de remporter des matchs, c'est un autre sujet. Mais là voilà, je suis un petit peu partagé par rapport à ça, je sais pas exactement quoi en penser, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Gaël Monfils a été pas fair play? Et on enchaîne avec le coin tactique, le match je pense le plus intéressant depuis le début de la semaine à Toronto entre Medvedev et Hurkacz. On a vu un super match de la part du Polonais, je vais revenir en détail avec
avec une palette, attention, animée vers la fin. Et oui, première hein, sur la chaîne, on va revenir donc sur ce match et on commence par la première palette. Alors, disons-le clairement, pendant l'ensemble du match, je pense, Hurkacz a été au-dessus. D'ailleurs, Medvedev lui a dit, quand ils se sont serrés la main après la rencontre, tu as été le meilleur joueur sur le court, mais ça ne suffit pas. D'ailleurs, on va voir ensuite hein, ce qui s'est passé pour que Medvedev finisse par s'imposer. Les qualités d'Hurkacz, c'est un ancrage au sol phénoménal. Je trouve que ça rappelle un peu Berdych, hein, avec ses cuisses de Golgoth. Là, c'est pareil, on sent que c'est très ancré, c'est très délié aussi au niveau des coups. Il y a un relâchement qui est très fort au niveau du haut du corps, qui est très intéressant. Et des deux côtés, hein, revers, coup droit, ça distribue dans tous les sens, ça peut envoyer des parpaings croisés, ça peut aussi admirablement bien jouer avec un contrôle hein, du poignet droit devant, avec aussi hein, ce filet qui est un petit peu plus haut dans ce secteur. Donc Hurkacz, un baseliner très fort, et je pense qu'il a une marge de progression qui pourrait le situer aux alentours de la 5e place mondiale à mon sens, et pourquoi pas du coup viser des gros titres. Pour Daniil, dans ce début de partie, on a senti des hésitations, on a senti que les sensations n'étaient pas très bonnes, notamment en retour de service sur le coup droit, on va le voir ensuite hein, dans la prochaine palette. Ici on le voit dans cette fameuse zone morte au tennis, il faut pas du tout se situer hein, dans ce rectangle, généralement vous allez vous faire piéger, et là donc on voit Daniil qui tente un coup droit un peu foireux, qui va remporter le point quand même miraculeusement, mais je trouve que cette palette est symbolique, symptomatique des difficultés de Medvedev dans cette partie, c'est-à-dire que on a senti qu'il y avait un manque de sensations, il a vraiment dû lutter contre lui-même, on l'a vu beaucoup parler avec Gilles Servara, pour essayer d'inverser la tendance, et ça donc ça montre hein, qu'il a été en galère. Nouvelle palette qui exprime à quel point Daniil a été en difficulté hein, pendant ce match, ça a été le retour de service en coup droit. Ici il va envoyer une saucisse hein, dans le couloir, et on a vu une stat d'ailleurs très intéressante hein, à la fin de la première manche, il était à 100% de retour de service dans le court en revers, mais par contre à 59% en coup droit, et on le sent, on le sait hein, d'ailleurs avec Daniil, c'est surtout côté coup droit où ça peut pêcher un petit peu, et Hurkacz qui a parfaitement identifié ça, qui est aussi un gros serveur, donc qui a pu s'appuyer hein, sur une grosse première balle très lourde à 215-220 km/h, donc un secteur encore une fois sur lequel Medvedev a été en difficulté dans un premier temps. Mais Daniil est un génie tactique, c'est un joueur qui est très fort pour trouver des solutions sur un court de tennis, c'est pour ça qu'on l'adore évidemment hein, sur service volé. Ici on le voit tenter quelque chose de différent sur le retour de service, très loin pour perturber les repères visuels et forcer Hurkacz à tenter quelque chose de différent du coup. Et là donc on voit un service d'Hurkacz qui a trouvé la parade, énorme service court croisé pour repousser Daniil qui, quand tu recules nécessairement, tu ouvres les angles. Donc Hurkacz qui a encore une fois trouvé la parade par rapport à ça, mais Medvedev était en recherche et on va le voir d'ailleurs, il va réussir à trouver la solution grâce à Hurkacz. Parce que oui, parfois c'est vous qui trouvez la solution, mais aussi parfois c'est l'adversaire qui vous offre des opportunités de revenir dans le match. Alors première palette animée, je suis très ému de vous la proposer. Donc on voit Hurkacz qui est en domination hein, dans ce point, Daniil qui est en résistance avec son coup droit, et là on va le voir, un coup droit qui est pas du tout assuré, il n'y a pas de transfert, on est complètement vers l'arrière, on se relève à l'impact, et ça c'est vraiment hein, typiquement ce qui fait la différence entre un joueur, un top 3 mondial, et un joueur qui est de l'élite certes, mais un peu plus reculé au classement. C'est que dans les moments chauds, eh bien, vous allez avoir un peu la chocotte, hein, des idées noires dans votre tête, un manque d'engagement, et pourtant on a vu Hurkacz hein, pendant la partie qui était très solide sur la baseline, et là comme par hasard, dans le tie-break du deuxième set, il a un petit peu craqué. Autre séquence très importante, et là on avance, hein, on est dans le tie-break du troisième set, tie-break décisif, et donc on va voir ici Hurkacz qui va pas faire le pas d'ajustement vers l'avant. Ici en fait, à ce moment-là, il aurait dû avancer de 50 cm, faire le petit pas d'ajustement pour bien prendre la balle. Là il est beaucoup trop bas, et du coup il va complètement choke ce revers, et ça c'est une grosse faute, hein. Ça va permettre à Daniil de basculer à 4-2. Encore une fois, des petites fautes à la marge ici et là, il a fait des cadeaux hein, dans le tie-break de la troisième manche, qui ont permis à Daniil, qu'on voit serrer le point en haut de la vidéo, qui ont permis à Daniil de remporter la partie. Autre palette animée, décidément, je me régale dans ce digest. Si Hurkacz a fait des cadeaux, ce n'est pas simplement ça qui a fait tourner la partie, c'est aussi la capacité de Daniil Medvedev avec son courage. Ici vous le voyez, décalage coup droit, a envoyé une pépite sur un point très important, il y a 15-30, 5 partout dans le troisième, on est dans un moment de tension très fort, et on voit Daniil qui va s'écraser sur la balle, qui va envoyer un missile décroisé, qui va faire le point pour Hurkacz. Ça va être trop difficile de défendre ici dans cette palette, et donc on peut observer hein, encore une fois à quel point ce qui fait la différence sur un match aussi serré, c'est 3-4 points décisifs. On a vu Hurkacz qui a le bras qui tremble un petit peu, et de l'autre côté Medvedev qui lui est très solide, qui est assis sur un matelas de confiance, et aussi je pense c'est dans son ADN hein, de prendre des risques sur les moments chauds. C'est vraiment ce qui fait la différence entre les deux joueurs, et c'est pour ça aussi que Medvedev s'est imposé. Dernière palette pour ce match, pour être tout à fait exhaustif, on a vu un Daniil Medvedev extrêmement tranchant au service. C'est comme ça qu'il a résisté en fait hein, pendant une bonne partie de la rencontre, 23 aces au total. Ici on le voit, un balle de break qui aurait pu être dramatique hein, pour Hurkacz. On est à 30-40, si Hurkacz fait le break 4-2, et puis ça peut vraiment basculer du mauvais côté pour Daniil. Il va envoyer une énorme marmite extérieure dans cette séquence, donc Daniil qui s'est vraiment reposé sur cette arme pendant une bonne partie de la rencontre, et ensuite quand il a fallu piquer, il a réussi à le faire. Donc j'espère que cette palette tactique vous a plu, c'est la première fois qu'on animait un petit peu
peu les choses, on enchaîne tout de suite avec la reco du jour. Et la reco du jour, c'est un rendez-vous ce soir entre amoureux de tennis, entre GOAT à 21h. On va commenter en direct la première demi-finale à Toronto entre Stefanos Tsitsipas et Reilly Opelka. Où ça? Eh bien sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à passer en nombre, en masse, on va se régaler. On va parler un petit peu de la semaine également écoulée à Toronto et peut-être une petite surprise à la fin de la rencontre. Donc je vous donne rendez-vous à 21h avec très grand plaisir. Pour les autres, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et doucement sur le sirop d'érable.